« Je suis l'avocate de mon père », déclara la fillette au juge, et quelque chose d'incroyable arriva. Le silence régnait dans la salle solennelle du tribunal de justice de Marseille en ce début d'après-midi. Les murs en pierre beige, couverts de portraits anciens de magistrats oubliés, semblaient observer chaque mouvement avec gravité. Les bancs en bois usés par le temps et les affaires accueillaient une foule mêlée. Avocats, journalistes, membres de la famille et quelques curieux venus assister à ce qui, jusque-là, paraissait être une audience familiale ordinaire. C'était le genre d'affaire classée dans les calendriers judiciaires sous l'étiquette froide de litige de garde. Mais ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que cette affaire allait marquer bien plus qu'un simple différend entre deux parents en désaccord. Assise seule au centre de la pièce, une jeune fille d'11 ans, Élise Dubois, observait tout avec des yeux d'une étonnante fixité. Ses longs cheveux châtains clairs tombaient sur ses épaules, soigneusement attachés par une barrette bleue. Son visage, encore rond d'enfance, ne laissait transparaître ni peur ni hésitation. Elle portait une chemise blanche à col rond et un pantalon noir, sobre, presque solennel. Un choix vestimentaire qui semblait en dire long sur l'intention avec laquelle elle s'était préparée à ce jour. Sur ses genoux reposait un petit classeur à anneaux, couvert de post-it de couleur, de marques de surligneurs et d'onglets plastifiés. Elle le serrait avec la même rigueur qu'un avocat tenant son dossier avant de prendre la parole. Devant elle, à la barre, se tenait Laurent Dubois, son père, un homme d'environ 40 ans, aux traits tirés mais au regard doux. Vêtu d'un costume visiblement ancien mais propre, il semblait mal à l'aise, son regard allant de sa fille à la juge, comme s'il n'était lui-même pas certain de la tournure que prenait cette audience. À la table opposée, la mère d'Élise, Catherine Beaumont, apparaissait impeccable dans son tailleur gris. Accompagnée de son avocat, maître Chaland, elle ne quittait pas la jeune fille des yeux. Son visage était fermé, presque inquiet, comme si elle pressentait que quelque chose d'imprévu allait troubler le déroulement de la séance. La juge Marie Clément, femme dans la cinquantaine au port droit et à la voix ferme, avait ouvert le dossier du jour avec professionnalisme. Elle avait déjà parcouru les pièces jointes, les dépositions, les expertises psychologiques, tout ce que l'on attendait d'un dossier de garde. Et pourtant, rien de ce qu'elle avait lu ne l'avait préparée à ce qu'elle allait entendre. Bien, nous allons reprendre. Monsieur Dubois, vous avez souhaité faire entendre votre fille dans le cadre de cette audience, c'est bien cela? Laurent hocha la tête, les lèvres serrées. Mais elle est mineure. Le témoignage d'un enfant de cet âge est généralement entendu à huis clos, dans un cadre protégé. C'est à ce moment précis qu'Élise se leva. Droite, tenant son classeur contre elle comme un bouclier, elle s'avança de quelques pas, les yeux fixés sur la magistrate. Sa voix, quand elle s'éleva, ne trembla pas. « Madame la juge, je suis l'avocate de mon père. » La phrase coupa l'air comme une lame silencieuse. Le greffier suspendit son écriture. L'avocat de Catherine releva brusquement la tête. Quelques murmures parcoururent les bancs du public. On entendit distinctement une plume tomber au sol. La juge Clément resta un instant figée, son regard cherchant celui de l'enfant, comme pour confirmer qu'elle avait bien compris ce qu'elle venait d'entendre. Puis, posément, elle referma le dossier devant elle. « Répétez, je vous prie. » Élise inspira profondément. Elle connaissait ce moment. Elle l'avait imaginé des dizaines de fois, le soir dans son lit, le matin dans le bus scolaire, à chaque fois qu'elle feuilletait les documents qu'elle avait pu obtenir. Elle avait préparé cette phrase, mot pour mot. C'était le moment de la prononcer. Enfin, je suis l'avocate de mon père. Personne ne peut raconter notre histoire mieux que moi. Un silence absolu s'abattit sur la salle. Pas un souffle, pas un mot. Même les journalistes, pourtant rompus au drame judiciaire, ne savaient plus s'ils devaient écrire ou simplement écouter. La juge regarda l'enfant avec une attention renouvelée, comme si elle voyait soudain un être entièrement différent sous cette apparence de petite fille bien élevée. Elle échangea un regard discret avec le procureur, assis quelques rangs derrière. Puis elle reprit la parole, d'une voix calme mais chargée de prudence. « Mademoiselle Dubois, savez-vous ce que cela signifie, ce que vous venez de dire ?» Élise hocha la tête puis tendit son classeur à la juge. « Oui, madame, j'ai préparé ma plaidoirie. Elle est là-dedans. » Le classeur tremblait légèrement entre ses mains, mais ses yeux, eux, restaient ancrés dans ceux de la magistrate, comme deux pierres décidées à ne pas faillir. La salle, encore une fois, retint son souffle. Pendant quelques secondes, il sembla que le temps s'était arrêté. Les murs de la salle d'audience,
si souvent témoins de larmes, de cris et de décisions irréversibles, paraissaient soudain retenir leur souffle. La voix d'Élise venait de jeter une ombre de stupeur sur chaque recoin du tribunal. La juge Marie Clément, une magistrate connue pour son sérieux et sa fermeté, resta immobile, les yeux fixés sur le classeur que lui tendait la fillette. Elle ne le prit pas tout de suite. D'abord, elle observa. Le regard d'Élise ne tremblait pas. Il n'y avait ni insolence ni défiance, seulement une volonté farouche, presque solennelle. Dans l'assemblée, les journalistes avaient déjà leur carnet en main, leurs doigts courant fébrilement sur les touches de leurs ordinateurs portables. L'un d'eux, Antoine Léger, un habitué des chroniques judiciaires, sentit instinctivement qu'il assistait à quelque chose d'inédit. Il écrivit sans lever les yeux « Une enfant de 11 ans déclare être l'avocate de son père. » Le tribunal s'arrête. L'avocat de Catherine, maître Chaland, toussa légèrement pour briser le silence, mais la juge lui fit un geste discret. Silence. Elle se tourna vers Élise. « Élise Dubois, vous avez 11 ans. Le Code de procédure civile ne reconnaît pas le droit à un enfant de se constituer en défenseur juridique dans une affaire de garde. Vous le savez, n'est-ce pas? » « Oui, madame la juge, » répondit Élise, « mais je ne me constitue pas en avocate selon la loi. Je suis ici pour expliquer ce que je vis. Et je l'ai fait comme je pensais qu'un avocat le ferait, parce que personne ne m'a écouté jusqu'à présent. » La salle resta silencieuse, cette fois par respect. « Vous avez rédigé ce dossier seul? » « Oui. J'ai demandé des livres à la bibliothèque sur les procédures. J'ai regardé des vidéos éducatives. Et j'ai noté tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti. J'ai mis des preuves aussi, des photos, des messages et des choses que personne n'a montrées au tribunal. » Catherine, jusqu'alors figée, se pencha vers son avocat, lui murmurant quelques mots. Il acquiesça avec un froncement de sourcils, visiblement contrarié. La juge Clément finit par tendre la main et prit le classeur. Elle le posa devant elle, l'ouvrit, feuilleta rapidement les premières pages. Elle s'arrêta sur un tableau chronologique méticuleusement écrit à la main, chaque ligne correspondant à une date, un événement, une émotion. Il y avait des annotations de couleurs, des flèches, des renvois vers des annexes. La précision de l'ensemble frappa la magistrate. Ce n'était pas un simple journal d'enfant. C'était une construction méthodique, structurée, presque juridique dans sa présentation. « Et pourquoi avez-vous fait cela, Élise? Pourquoi maintenant ?» Élise baissa un instant les yeux, rassemblant ses mots. Lorsqu'elle parla, sa voix portait un mélange déchirant de maturité et de vulnérabilité. « Parce que je voyais mon père se battre pour moi, et je voyais que tout ce qu'il faisait n'était pas écouté. Chaque fois qu'il voulait parler, on disait que c'était de la colère ou de la vengeance, mais il voulait juste me protéger. Moi, je sais ce qu'il a fait, je sais ce que maman a dit, et je sais ce qui s'est vraiment passé. Alors, j'ai écrit, j'ai tout noté, j'ai tout gardé, parce que j'ai compris qu'un jour, il faudrait que quelqu'un dise la vérité. » Un murmure passa dans l'assistance. La juge leva les yeux, visiblement émue, mais toujours concentrée. « Ce que vous demandez, Élise, c'est d'être entendue comme une partie prenante. Ce n'est pas autorisé dans les formes classiques, mais vous êtes concernée au premier plan. » Le représentant du parquet, un homme au front large et à la voix grave, se leva. « Madame la Présidente, si je peux me permettre, cet enfant ne peut être entendu qu'en tant que témoin mineur. Tout autre statut serait juridiquement discutable. » Élise le regarda, puis tourna lentement la tête vers la juge. « Alors, entendez-moi comme témoin, mais laissez-moi parler. Pas juste répondre à des questions. Laissez-moi raconter. » Un frisson parcourut l'auditoire. La maturité de cette demande déstabilisait les règles habituelles du tribunal. Marie Clément ferma le classeur doucement, puis se tourna vers les deux parties. « Je vais suspendre l'audience temporairement. Il me faut consulter la jurisprudence et entendre le conseil des mineurs du tribunal. » Elle se leva, fit un signe au greffier. La séance fut levée, mais personne ne bougea immédiatement. Élise, elle, restait debout, droite, les bras le long du corps. Une enfant dans une salle d'adultes qui venait de faire vaciller l'architecture entière d'une procédure. Son père l'observait, les yeux embués. Catherine, de son côté, semblait troublée, les doigts crispés sur l'accoudoir de sa chaise. Quelque chose dans l'assurance d'Élise avait fissuré la façade. Dans les couloirs, pendant la pause, les conversations fusaient. On parlait de l'affaire Dubois, du classeur de la vérité, de la petite avocate. Les caméras des chaînes régionales étaient déjà en place. Le nom d'Élise commençait à circuler bien au-delà des murs du tribunal. Mais elle,
assise dans un coin, relisait calmement une page de son classeur, comme pour se rassurer que tout était encore en ordre. Qu'elle n'avait rien oublié, car elle savait que ce n'était que le début. Lorsque l'audience reprit, le climat dans la salle avait changé. Ce n'était plus simplement une affaire de garde d'enfants, c'était devenu un événement hors norme, une tension palpable traversant les rangées de bancs comme une onde électrique. Les juges avaient bon pris le temps de consulter le conseil des mineurs, et bien que les règles n'aient pas changé, une chose était certaine, Élise Dubois serait entendue. La juge Clément, de retour sur son siège, fit signe à chacun de se rasseoir. Son ton, bien que toujours officiel, contenait une nuance de curiosité qu'il ne possédait pas auparavant. Avant de reprendre l'analyse du dossier, je voudrais comprendre, Élise, ce qui vous a conduite à prendre cette initiative. Vous avez dit avoir préparé cela seule. Mais pourquoi exactement? Pourquoi maintenant? Élise se leva, sans peur, et posa les mains sur la table devant elle. Parce que personne n'a demandé ce que je voulais. Une réponse simple, directe, sans détour. Chaque fois qu'on me posait des questions, c'était « Chez qui tu dors ce week-end » ou « Est-ce que papa crie ?» « Est-ce que maman pleure ?» Mais personne ne m'a demandé pourquoi je me réveillais toutes les nuits, pourquoi je me taisais à l'école, pourquoi j'avais commencé à faire des cauchemars. Elle s'interrompit un instant, sa gorge se serrant. Mais elle se reprit rapidement. J'ai commencé à tout noter l'année dernière. Quand j'ai vu mon père perdre son travail parce qu'il refusait de me laisser seul à la maison quand j'étais malade, il a dit non à son patron. Il est rentré. Et 2 semaines après, il a été licencié. Un murmure parcourut la salle. Même Maître Chaland, l'avocat de Catherine, semblait surpris. Élise poursuivit. J'ai demandé à papa pourquoi il ne se défendait pas. Il m'a dit que ça ne servait à rien, qu'il n'avait pas les moyens de payer un bon avocat et qu'on ne croirait jamais un père qui élève seul une fille. Alors j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais. J'ai assisté à une réunion à l'école où une professeure parlait de droit. Je suis allé la voir. Elle m'a prêté des livres. La juge prit des notes, silencieusement. Le procureur fronçait les sourcils. Mais la plus réactive fut Catherine, la mère. Elle se leva brusquement. « Madame la juge, avec tout le respect, nous sommes en train de basculer dans quelque chose de très dangereux. Cet enfant est manipulé. Ce qu'elle dit, ce n'est pas d'elle. C'est le discours d'un adulte mis dans sa bouche. » Élise ne baissa pas les yeux. « Ce n'est pas vrai. »« Bien sûr que si, Élise. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu crois défendre ton père, mais tu es en train de te blesser. » L'avocat de Catherine intervint immédiatement, demandant à ce que la fillette soit écartée de la salle pour ne pas subir de pression psychologique supplémentaire. Mais la juge leva la main pour faire taire tout le monde. « Assez. Je rappelle que la parole d'un mineur peut être entendue, surtout si elle s'exprime d'elle-même et sans contrainte. Je n'ai vu aucune preuve de manipulation jusqu'ici. » Catherine se rassit lentement, visiblement contrariée. Alors Élise sortit de son sac un deuxième petit dossier. Il était plus mince que le classeur, mais aussi ordonné. Voici la chronologie des moments où j'ai tenté de parler à un adulte. L'infirmière scolaire, ma professeure de français, une éducatrice dans un centre de loisirs. À chaque fois, j'ai noté la date, ce que j'ai dit et ce qu'ils ont répondu. La plupart m'ont dit que ce n'était pas leur rôle. Alors j'ai arrêté de parler. Elle s'avança de quelques pas et remit le dossier au greffier. La juge le consulta brièvement, puis leva les yeux. « Vous avez aussi mentionné avoir rassemblé des preuves. » « Oui. » Elle sortit de son sac plusieurs feuilles plastifiées contenant des impressions de messages électroniques, des captures d'écran de messages vocaux, des photos avec des annotations, des bulletins scolaires. Parmi ces documents, une note attira immédiatement l'attention du tribunal. Un rapport rédigé par une psychologue de l'établissement scolaire. Ce document n'apparaissait pas dans le dossier initialement constitué par les avocats. Le procureur se pencha vers la juge, visiblement préoccupée. La magistrate parcourut le document rapidement. Elle fronça les sourcils. « Ce rapport, Élise, comment l'avez-vous obtenu ?»« C'est Madame Lefebvre, la psychologue de mon collège. Elle m'a donné une copie quand je lui ai dit que je voulais parler au tribunal. Elle a dit qu'elle avait envoyé ça à maman il y a plusieurs mois, mais ce n'était pas dans les documents du dossier. » Maître Chaland, embarrassé, échangea un regard avec Catherine, dont le visage venait de perdre toute sa couleur. « Nous n'avons pas été informés de ce rapport, Madame la juge. » Élise le regarda, les yeux brûlants de lucidité. « Vous ne l'avez pas inclus parce qu'il disait que je me sentais mieux chez papa. » Ce fut une des premières fois où la juge Clément parut réellement troublée.
Elle posa ses lunettes, se massa les tempes. « Je vais demander une vérification immédiate de l'authenticité de ce document et m'entretenir directement avec la psychologue. » Elle fit signe au greffier qui commença à copier les pièces. La tension monta encore d'un cran. Dans la salle, personne ne parlait plus. Même les journalistes ne tapèrent plus sur leur clavier. Tous avaient compris que le récit de cet enfant venait de fissurer quelque chose de bien plus large que les apparences l'avaient laissé croire. Ce jour-là, Élise Dubois ne fit pas que parler. Elle força le tribunal à regarder à nouveau, à questionner ce qu'il croyait savoir. Et ce n'était encore que le début. Le matin suivant, la salle d'audience du tribunal de justice de Marseille était encore plus pleine qu'à l'accoutumée. Des journalistes venus de Paris s'étaient déplacés. Les chaînes d'information locales diffusaient déjà des segments sur la petite avocate de Marseille. Mais derrière les projecteurs, le cœur du dossier restait un champ de tension juridique, familiale et émotionnelle. La juge Marie Clément entra, précédée du greffier, le visage grave. Elle ne laissa transparaître aucune émotion malgré l'agitation médiatique. Elle connaissait le poids que cette affaire commençait à prendre et elle savait que chaque décision prise serait disséquée par l'opinion publique comme par ses pairs. Nous reprenons l'audience dans l'affaire Dubois contre Beaumont, concernant la garde de l'enfant mineur Élise Dubois. Élise était déjà présente, assise près de son père. Elle portait une tenue identique à la veille, sobre, soignée, presque cérémonielle. Son classeur ouvert sur les genoux, elle attendait. Le premier à prendre la parole fut le représentant du parquet. « Madame la Présidente, au regard des éléments présentés hier, il est de mon devoir de rappeler que, selon les articles du Code civil et de la Convention internationale des droits de l'enfant, une mineure ne peut en aucun cas agir comme représentante légale d'un parent. Sa parole, bien que remarquable, ne peut être considérée juridiquement comme une plaidoirie. Elle peut être entendue comme témoin, et son témoignage doit être encadré par les protections dues à son âge. » Il se tourna ensuite vers Élise, avec une expression moins rigide. « Mademoiselle Dubois, votre maturité est impressionnante, mais les règles existent pour vous protéger. Ce tribunal ne peut pas vous faire porter le poids d'un procès. » La juge acquiesça légèrement, puis se tourna vers l'enfant. « Élise, je dois examiner avec l'aide du tribunal s'il est possible de prendre en compte votre dossier comme élément probant. Pas en tant que défense, mais comme une déclaration circonstanciée de témoin. » Mais Élise n'en démordait pas. Elle se leva, s'approcha avec autorisation de la barre et déposa sur le pupitre un nouveau document. J'ai préparé une synthèse. C'est une ligne du temps avec les faits, les dates et les preuves associées. Il y a aussi une partie où j'explique pourquoi je pense que les décisions prises jusqu'ici ne tiennent pas compte de ce que j'ai vécu. Le greffier s'empressa de le distribuer à la juge et aux avocats des deux parties. Maître Chaland, qui représentait Catherine, prit la parole sur un ton qui oscillait entre l'ironie et l'exaspération. « Madame la juge, nous sommes en train de créer un précédent dangereux. Une enfant de 11 ans, aussi intelligente soit-elle, ne peut transformer un tribunal en salle de classe. Ce n'est pas à elle d'établir une ligne du temps. Il existe des experts pour cela. » Mais la juge Clément le coupa net. « Maître Chaland, il me semble que votre cliente a omis de produire un rapport essentiel et que cet oubli vient d'être partiellement réparé par la jeune fille elle-même. Avant de remettre en question sa contribution, interrogez-vous sur votre propre rigueur. » Un frémissement d'approbation discret parcourut la salle. Élise, restant droite, ajouta « Je ne veux pas être l'avocate de papa devant la loi. Je veux juste qu'on m'écoute comme quelqu'un qui a vécu ce que personne ne raconte ici. Si vous lisez ce que j'ai écrit, vous comprendrez ce que j'ai ressenti. » La juge fit signe au greffier de projeter un extrait du dossier d'Élise sur l'écran situé dans la salle. Ce fut une surprise. Un petit diaporama commença, composé de pages numérisées, contenant des phrases courtes, des bulletins à noter, des dessins accompagnés de commentaires. Une image apparut. Une photo d'Élise, prise visiblement dans sa chambre, en train de travailler, l'air concentré. Des documents éparpillés devant elle. En dessous, une annotation. « Je fais ça parce que j'ai compris que les adultes décident, sans savoir ce que ça fait, de ne pas être entendus. » Le silence revint. Mais cette fois, ce n'était pas de la stupéfaction. C'était un silence chargé d'une reconnaissance difficile à avouer, celle d'avoir peut-être, collectivement, oublié la voix de l'enfant au cœur du conflit. Après quelques instants, la juge s'adressa à l'Assemblée. « Je décide de suspendre temporairement l'application stricte du cadre procédural pour cette audition.
Mademoiselle Dubois pourra continuer à s'exprimer. Ses propos seront considérés comme témoignages structurés, avec valeur probante laissée à la discrétion du tribunal. Catherine se leva brutalement. « Je m'oppose. Cette procédure devient un théâtre. » Mais cette fois, son interruption fut reçue avec un malaise perceptible. Même son avocat la tira discrètement par la manche pour lui indiquer de se rasseoir. La juge conclut « Nous poursuivrons l'analyse des documents. J'ordonnerai également une vérification croisée de chaque élément nouveau apporté par Mademoiselle Dubois. L'audience est suspendue pour une durée indéterminée afin de garantir une évaluation complète et impartiale de la situation. » À la sortie du tribunal, les journalistes s'agitaient. Les mots « témoin mineur »,« révélation » et « classeur d'Élise » faisaient déjà la une des sites d'information. Mais Élise, elle, ne regardait pas les caméras. Elle s'assit sur un banc, son classeur sur les genoux, feuilletant les pages pour vérifier une fois encore que rien ne manquait, car elle savait sans l'ombre d'un doute que la vérité avait besoin de rigueur, même quand elle venait d'une voix petite et calme. Dans les jours qui suivirent, les bureaux du tribunal furent inondés de demandes. Des médias nationaux réclamaient des audiences publiques, des avocats tentaient d'obtenir les procès-verbaux, et les associations de protection de l'enfance se positionnaient publiquement sur l'affaire. Mais derrière le tumulte extérieur, c'est dans le calme feutré du bureau de la juge Marie Clément que les éléments les plus décisifs s'accumulaient. Le dossier transmis par Élise avait été intégralement numérisé et versé en pièces complémentaires au dossier principal. Une équipe judiciaire désignée par la présidente en personne fut chargée d'en vérifier l'authenticité. Ce qu'ils découvrirent bouleversa non seulement la perception de l'affaire, mais aussi l'intégrité de la procédure menée jusqu'alors. Le premier choc vint des échanges électroniques imprimés par Élise. Parmi eux figurèrent des messages de Catherine à son avocat, datant de plusieurs mois, où elle évoquait la nécessité de gérer ce que la petite raconte à l'école. Un langage qui, en contexte, semblait indiquer une volonté de dissimuler certaines informations. Ces échanges, pourtant cruciaux, n'avaient jamais été produits par la défense. Ensuite, le rapport de la psychologue scolaire, celui qu'Élise avait obtenu et remis, fut authentifié par la professionnelle elle-même lors d'un entretien téléphonique officiel. Ce document mentionnait des signes de stress sévères chez l'enfant lorsqu'elle était chez sa mère, ainsi qu'un apaisement évident lors des semaines passées chez le père. Le rapport indiquait aussi que Catherine Beaumont avait été contactée, mais qu'elle avait refusé de participer à un suivi thérapeutique proposé par l'école. Mais ce ne fut pas tout. Parmi les annexes d'Élise se trouvait une série de photographies, datées et légendées, montrant des activités du quotidien avec son père. Des moments simples, faire un gâteau, construire une maquette, lire ensemble dans le salon. Pourtant, chaque image portait un détail que la jeune fille avait soigneusement annoté. Une date, une heure et parfois une comparaison avec les déclarations déposées par sa mère. Une photo montrait Élise souriante, tenant un dessin signé « Papa le meilleur ». Or, selon le témoignage de Catherine, cette semaine-là, Laurent Dubois avait refusé de la voir. La contradiction était flagrante. Un autre élément surprit encore plus la juge Clément. Une lettre manuscrite, rédigée par une ancienne voisine de la famille, jointe en annexe. Élise y expliquait qu'elle avait demandé à Madame Renaud, la voisine en question, de raconter ce qu'elle avait vu. La lettre parlait de disputes régulières entre Catherine et Laurent, mais surtout, elle affirmait que l'enfant cherchait souvent refuge chez elle après des crises de nerfs chez la mère. Face à cette accumulation d'éléments, la juge convoqua une audience à huis clos, réservée aux parties, au parquet et aux experts. Catherine et son avocat, mis devant ces documents, nièrent tout manquement volontaire. Mais leurs arguments perdaient de leur force. La juge les interrogea directement. « Pourquoi ces pièces n'ont-elles pas été transmises ?» Maître Chaland répondit sur la défensive « Madame la juge, nous estimions qu'elles n'étaient pas pertinentes juridiquement. » Élise, assise dans la salle, leva la main. Ce n'est pas qu'elles n'étaient pas pertinentes, c'est qu'elles dérangeaient la version qu'il voulait raconter. Cette phrase, dite sans arrogance mais avec une justesse implacable, provoqua un malaise. Catherine détourna le regard. Le parquet demanda alors la réouverture complète du dossier avec réévaluation des pièces et suspension temporaire des recommandations de garde jusqu'à nouvel ordre. La juge Clément accepta. Dans les couloirs, Antoine Léger, le journaliste, suivait chaque développement. Il nota dans son carnet « Une enfant révèle une vérité que tout un tribunal avait ignorée.
pas parce qu'elle était cachée, mais parce que personne n'avait regardé à la bonne hauteur. Ce soir-là, Élise rentra avec son père dans leur petit appartement provisoire. Il ne parlait pas beaucoup. Il la regardait souvent, avec cette émotion silencieuse que seuls les parents reconnaissent. La fierté mêlée à une douleur ancienne. Elle s'installa à son bureau, reprit son classeur et nota une phrase sur une feuille blanche qu'elle colla tout en haut de la première page. La vérité est comme une lampe. Il faut oser l'allumer même quand on pense qu'on est trop petit pour atteindre l'interrupteur. Elle savait que le chemin restait long. Mais pour la première fois depuis des années, quelqu'un la regardait autrement. Pas comme une enfant entre deux foyers, mais comme une voix qui comptait. Antoine Léger était arrivé au tribunal de Marseille presque par hasard, désigné par la rédaction de son journal pour couvrir encore une affaire de divorce tendue. Il s'attendait à une journée banale, faite de témoignages convenus, de plaidoiries prévisibles et d'une décision rendue dans l'indifférence générale. Mais après avoir entendu la phrase d'Élise « Je suis l'avocate de mon père », il sut au plus profond de lui que cette histoire ne ressemblait à aucune autre. Journaliste d'investigation depuis plus de 15 ans, Antoine n'était pas du genre à s'émouvoir facilement. Il avait couvert des scandales politiques, des procès retentissants, des révélations qui avaient fait tomber des hommes de pouvoir. Mais cette fois, c'était une voix d'enfant qui avait éveillé son instinct. Non pas à cause de l'étrangeté de la situation, mais à cause de la force tranquille qu'elle dégageait. Il décida alors de creuser au-delà des murs du tribunal. Il commença par rencontrer discrètement l'ancienne voisine mentionnée dans le dossier d'Élise, Madame Renaud, une femme âgée, vive d'esprit qui accueillit Antoine dans son salon encombré de bibelots et de cadres photos. Dès les premières minutes, elle se lança dans un récit lucide et affectueux. Élise est une petite exceptionnelle. Pas juste intelligente, mais attentive. Elle observait tout et surtout, elle écoutait. Elle ne parlait jamais à la légère. Un jour, elle est venue me demander si je pouvais écrire ce que j'avais vu. Pas pour m'aider, mais pour aider la vérité. C'est comme ça qu'elle a dit. Antoine nota chaque mot. Puis il se rendit dans le quartier où Laurent Dubois vivait maintenant avec sa fille. Un immeuble modeste, loin du centre-ville, aux façades défraîchies mais pleines de vie. Là, il rencontra le concierge, les voisins, les commerçants du coin. Tous parlèrent de Laurent comme d'un homme discret, fatigué, mais profondément dévoué à sa fille. Il apprit alors que Laurent avait été licencié 1 an plus tôt de son poste de technicien dans une entreprise de maintenance industrielle, officiellement pour absence injustifiée. Mais selon les témoignages recueillis, ces absences correspondaient à des jours où Élise était malade ou en détresse. Antoine retrouva même un ancien collègue de Laurent qui lui confia à voix basse « Il a refusé de laisser sa fille seule un matin. Le chef lui a dit que c'était la 3e fois ce mois-là. Il a répondu qu'il préférait perdre son boulot que de la laisser pleurer dans sa chambre. Et c'est exactement ce qui est arrivé. » De retour chez lui, Antoine passa la nuit à relire ses notes. Il traça des liens, consulta les documents fournis par le tribunal, compara les dates, les déclarations. Ce qu'il découvrait ne formait pas seulement une histoire poignante, cela révélait un système profondément déséquilibré où la parole de l'enfant, pourtant centrale, avait été reléguée à un rôle secondaire, voire symbolique. Il décida alors d'écrire un premier article qu'il intitula « Une petite voix qui dérange ». Élise Dubois, 11 ans, témoin de sa propre vie. L'article fut publié en ligne le lendemain matin. En quelques heures, il devint viral. Les lecteurs partageaient, commentaient, s'indignaient. Beaucoup exprimaient leur admiration pour Élise. Certains s'interrogeaient sur les failles du système judiciaire. Mais Antoine ne s'arrêta pas là. Il demanda un rendez-vous avec la juge Clément, non pour influencer la procédure, mais pour lui remettre en main propre un dossier de ses propres recherches. Il savait que ce geste serait délicat. Les journalistes et les magistrats marchent sur des terrains séparés. Mais il espérait que les faits, s'ils étaient vérifiés, pourraient éclairer davantage la vérité. La juge accepta de le recevoir brièvement dans son bureau, sans robe, simplement vêtu de gris, les traits tirés mais l'esprit alerte. « Je ne peux pas intégrer un rapport de presse au dossier, Monsieur Léger. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande de vérifier ce que j'ai découvert. Les absences de Laurent, les conditions de son licenciement, les témoignages de voisins. Si ce que j'avance est juste, cela signifie que l'image projetée par la défense de Madame Beaumont ne tient pas debout. » La juge le fixa longuement, puis prit le dossier. « Je vous garantis que je lirai chaque ligne. » Pendant ce temps, Élise continuait à documenter. Chaque soir, après les devoirs scolaires,
Elle revenait à son classeur. Elle y ajoutait des entrées, des annotations, des réflexions. Ce n'était plus seulement un outil de défense. C'était devenu son journal de vérité. Une nuit, alors que son père croyait qu'elle dormait, elle écrivait « Je ne veux pas choisir entre maman et papa, je veux juste qu'on m'écoute, qu'on arrête de décider pour moi sans me regarder. Je ne suis pas une lettre qu'on poste d'un domicile à l'autre. » Ce que ni elle ni Laurent ne savaient encore, c'était que grâce aux efforts d'Antoine, de nouveaux éléments allaient bientôt venir renforcer leur cause. Car désormais, l'affaire Dubois n'était plus seulement une bataille pour la garde d'un enfant, c'était devenu un symbole. La salle d'audience était à nouveau pleine ce matin-là. Les bancs du public accueillaient désormais, en plus des habitués du tribunal, des observateurs officiels de plusieurs associations de défense des droits de l'enfant, des journalistes venus de tout le pays, et même quelques personnalités juridiques venues discrètement assister à ce qui s'annonçait comme une audience hors norme. La juge Marie Clément, fidèle à sa rigueur, avait ordonné une reprise complète du dossier après les révélations successives des dernières semaines. L'ensemble du contenu fourni par Élise, les découvertes du journaliste Antoine Léger et les documents omis par la défense maternelle faisaient désormais partie intégrante du processus. Mais personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Dès son entrée, Élise avança avec une démarche assurée, différente de celle d'une enfant convoquée. Elle portait un pantalon noir, un chemisier blanc, avec un col légèrement amidonné, et un gilet gris discret. Dans les bras, elle tenait non pas un classeur, mais un ordinateur portable. La juge, surprise par l'objet, demanda « Mademoiselle Dubois, vous avez demandé la parole aujourd'hui. Que souhaitez-vous présenter ?» Élise respira profondément et répondit avec calme « J'ai préparé une présentation, comme à l'école. J'ai tout mis en ordre. Les faits, les dates, les preuves, et aussi ce que j'ai ressenti. Une professeure m'a aidé à comprendre comment structurer un discours. Je voudrais vous le montrer. » La salle frissonna d'un murmure léger. La juge échangea un regard avec le procureur qui acquiesça. Elle fit signe au greffier d'autoriser la projection. L'écran situé au fond de la salle s'alluma. Élise s'avança au pupitre, connecta l'ordinateur et lança le diaporama. Le premier écran affichait simplement un titre « Moi, Élise Dubois, ce que j'ai vécu ». Puis vinrent les premières diapositives. Des tableaux synthétiques, simples mais clairs, résumaient les allers-retours entre les domiciles, les jours d'absence de Laurent Dubois justifiés par les maladies de sa fille et les contradictions dans les déclarations de Catherine. Je ne veux pas vous convaincre que mon père est parfait. Il ne l'est pas, il se fâche parfois, il est fatigué, il oublie des choses. Mais il a toujours été là, il m'a cru quand je disais que je ne me sentais pas bien. Il a pris le risque de perdre son travail pour rester avec moi. Une diapositive montrait un calendrier comparatif entre les bulletins scolaires et les périodes de garde. Les résultats d'Élise montaient systématiquement pendant les périodes passées chez son père. Puis elle afficha une série de phrases dites par des adultes à son sujet. Elle est jeune, elle ne comprend pas. Les enfants s'adaptent, ce sont les parents qui décident. Elle leva alors les yeux vers le tribunal. J'ai 11 ans, pas 5. J'écoute, j'analyse, je retiens. Et surtout, je ressens. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas que j'ai raison. C'est que j'ai le droit d'être écouté autrement qu'à travers le prisme des adultes. Un silence solennel enveloppa la salle. Elle poursuivit avec des extraits du rapport de la psychologue, des lettres de professeurs et même des dessins qu'elle avait faits pendant les périodes les plus dures. Un en particulier représentait une maison coupée en deux, avec Élise au milieu, minuscule, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Je ne suis pas un meuble ». Vers la fin de sa présentation, elle regarda la juge dans les yeux. « Madame la juge, vous êtes celle qui va décider. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous demande juste de ne pas me voir comme un numéro de dossier. Je suis Élise, et ceci est ma vie. » La salle resta figée. Même les journalistes cessèrent de taper. La juge Clément prit quelques secondes avant de répondre. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient une émotion difficile à contenir. « Mademoiselle Dubois, votre présentation est claire, structurée et extrêmement mature. Je vous remercie pour votre sérieux et votre courage. » Elle fit signe au greffier de sauvegarder la présentation comme pièce officielle du dossier. De l'autre côté de la salle, Catherine semblait déstabilisée. Elle chuchotait à son avocat, mais n'interrompit pas. Le procureur, lui, prit la parole d'un ton plus posé que lors des audiences précédentes. « Madame la Présidente, cette prise de parole, bien qu'inhabituelle, apporte une dimension que peu d'enquêtes judiciaires parviennent à atteindre.
La lucidité de cet enfant, le soin avec lequel elle a construit son propos, justifie pleinement qu'on la considère comme une partie active de la réalité que nous jugeons ici. Antoine Léger, assis au fond de la salle, notait chaque mot. Mais pour la première fois, il posa son stylo avant la fin pour simplement écouter. Ce jour-là, Élise ne fit pas que présenter un dossier. Elle transforma la manière dont une salle entière considérait le droit d'un enfant à raconter sa propre histoire. Et dans l'œil de la juge, une décision commençait à germer. Non plus seulement fondée sur des documents, mais sur une vérité que même la procédure ne pouvait ignorer. L'atmosphère dans le tribunal, si chargée d'émotions après la présentation d'Élise, semblait s'être adoucie. L'audience avait été suspendue pour permettre à chacun de reprendre ses esprits. Mais une chose était certaine. Élise Dubois avait conquis les cœurs, même les plus sceptiques. La juge Clément elle-même avait ordonné que la présentation de la fillette soit archivée comme modèle d'expression enfantine dans les affaires familiales complexes. Mais alors que le lendemain marquait la reprise des audiences, avec des perspectives favorables pour Laurent Dubois, la défense maternelle choisit ce moment précis pour dévoiler ce qu'elle présenta comme un élément décisif et irréfutable. Catherine Beaumont, accompagnée de son avocat Maître Chaland, demanda à la Cour d'autoriser la diffusion d'un enregistrement vidéo. L'intitulé transmis au greffe était « Preuve d'agressivité paternelle ». La juge, bien que surprise par l'introduction tardive de cette pièce, accepta sa diffusion après une vérification technique de routine. La vidéo commença. On y voyait une pièce d'appartement. Une caméra de surveillance domestique, probablement dissimulée, filmait la scène depuis un coin du plafond. Laurent se tenait debout, visiblement irrité, les bras levés, tandis qu'Élise, assise à une table, semblait figée. Sa voix était forte, tranchante. « Tu ne comprends donc jamais rien, Élise ? J'en ai assez. Tu crois que tout ça, c'est un jeu ?» Il frappa du poing sur la table, faisant sursauter la fillette. Dans la salle d'audience, un frisson parcourut les bancs. Élise, assise aux côtés de son père, blanchit. Laurent, lui, ferma les yeux, abattu. Le silence fut glacial. Maître Chaland prit la parole avec assurance. « Voici un homme que l'on nous dépeint comme un père dévoué. Voici ce que vit sa fille lorsqu'elle est seule avec lui. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. » Catherine croisa les bras, le visage impassible. La juge Clément, visiblement secouée, se tourna vers Laurent. « Monsieur Dubois, avez-vous une explication à fournir ?» Laurent ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda sa fille, dévastée. Mais c'est Élise qui se leva, tremblante, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. » La juge tenta de calmer la situation. « Élise, je comprends que ce soit difficile. Mais cette vidéo semble explicite. Nous devons en discuter dans le cadre de la procédure. » La fillette, les poings serrés, insista. « Ce n'est pas toute la vidéo, c'est un morceau, un petit morceau. Je reconnais le jour, je reconnais la scène. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » La défense protesta, invoquant le respect du processus probatoire. Mais la juge Clément, piquée dans sa rigueur, s'adressa à Maître Chaland. « Cette vidéo, d'où provient-elle exactement ?» Elle a été récupérée dans un disque dur appartenant à Madame Beaumont, provenant d'une caméra que Monsieur Dubois avait installée dans l'ancien appartement. Avez-vous fourni l'intégralité de l'enregistrement au greffe? Nous avons estimé que ce passage était le seul pertinent. Cette réponse fit l'effet d'une gifle dans la salle. La juge se redressa. Dans ce cas, je vous ordonne immédiatement de transmettre l'intégralité du fichier source, sans montage, sans coupure, au greffe. Sinon, cette pièce sera rejetée. Maître Chaland tenta d'argumenter, mais la juge fut catégorique. Laurent, tête basse, semblait brisé. Le doute venait de s'installer. Élise, bien que combative, était visiblement ébranlée. Son monde de rigueur, de structure et de faits venait de vaciller en une minute de séquence vidéo. Lorsque l'audience fut suspendue pour la journée, les rumeurs s'étaient déjà répandues à l'extérieur. Les journalistes parlaient de violence paternelle, preuve de fragilité, révélations choquantes. Antoine Léger, quant à lui, restait sceptique. Quelque chose dans cette vidéo lui semblait trop opportun, trop bien choisi. Il nota dans son carnet « Si une image vaut 1000 mots, combien valent les mots qui l'entourent ?» Élise, en rentrant chez elle avec son père, garda le silence tout le long du trajet. Dans sa chambre, elle ouvrit son classeur, puis le referma. Ce soir-là, elle ne prit pas de notes. Elle regarda son père. « C'est le jour où j'étais punie injustement à l'école.
Tu te souviens? Tu as crié parce que j'avais été traitée de menteuse par la directrice. Mais tu ne m'as jamais fait de mal. Jamais. Laurent acquiesça doucement, incapable de répondre. La nuit fut longue, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, la vérité d'Élise semblait menacée. Non pas par l'erreur, mais par la manipulation. Elle savait qu'elle devait se battre encore. Mais cette fois, l'ennemi n'était pas seulement le système, c'était l'image, tronquée, isolée, biaisée, qu'on voulait imposer comme vérité. Le lendemain matin, le tribunal de justice de Marseille était plus tendu que jamais. La diffusion de la vidéo tronquée avait semé un trouble profond dans l'esprit des observateurs. Les journaux du matin, pourtant prudents jusque-là, titraient déjà sur une possible instabilité émotionnelle de Laurent Dubois. Élise, jusque-là perçue comme un symbole de lucidité, semblait aux yeux de certains victime d'une illusion ou pire encore d'un aveuglement affectif. Mais une personne au moins ne cédait pas à la panique, Antoine Léger. Le journaliste dès l'aube s'était rendu dans les archives numériques du tribunal pour examiner la chronologie des pièces versées par la défense. Ce qu'il découvrit allait relancer toute l'affaire. Le fichier vidéo présenté la veille, estampillé comme preuve décisive, portait un horodatage suspect, une coupe nette au milieu du flux, sans introduction ni suite. Antoine sollicita alors l'expertise de l'un de ses contacts, un ancien technicien en analyse audiovisuelle. Après quelques heures, l'analyse fut sans appel. Le fichier avait été édité, non pas seulement raccourci, mais volontairement modifié pour exclure les 30 secondes précédentes et les 40 secondes suivantes. Antoine informa immédiatement la juge Clément, par le biais d'un courrier officiel accompagné du rapport d'expertise. Une demande formelle de vérification technique fut déposée et la juge ordonna sans délai la réquisition du disque dur original. Ce fut dans l'intimité de son bureau, visionnant le fichier complet dans son intégralité, que la magistrate découvrit l'ampleur de la manipulation. La séquence commençait bien avant l'explosion de colère apparente. On y voyait Élise rentrer de l'école, visiblement bouleversée, les yeux rougis. Laurent lui ouvrait la porte et l'installait à la table du salon. Elle sanglotait, racontant qu'un surveillant l'avait accusée, devant ses camarades, de mentir sur sa situation familiale, que la directrice avait insinué qu'elle exagérait les faits pour attirer l'attention. Laurent s'emportait, non contre sa fille, mais contre le système, contre l'école, contre cette injustice. Ses gestes étaient vifs, ses paroles enflammées, mais tout était tourné vers la défense d'Élise. À aucun moment il ne levait la main sur elle. À aucun moment il ne s'adressait à elle avec haine. Il exprimait une rage protectrice, non une violence destructrice. La fin de la vidéo, coupée dans la version diffusée, montrait Laurent prenant Élise dans ses bras, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Je suis désolé, ma puce. Je ne voulais pas crier. Je suis juste fatigué que tu sois toujours celle qui doit supporter. » Elle le serrait fort, lui murmurant « Je sais que tu fais ce que tu peux. » En audience, ce fut cette version complète qui fut présentée à la cour, sous la supervision d'un expert judiciaire. La salle retint son souffle une nouvelle fois. Lorsque la lumière se ralluma, la juge ne demanda pas de commentaire. Catherine, dans son fauteuil, fixait l'écran sans un mot. Son avocat tentait déjà de formuler une défense, parlant de maladresse dans la sélection des éléments. Mais cette fois, les visages autour d'eux ne cachaient plus leur scepticisme. La juge Clément, d'un ton tranchant, déclara « Le tribunal constate une tentative manifeste de manipulation probatoire par présentation partielle d'un enregistrement à charge. Cette stratégie fragilise considérablement la crédibilité de la partie demanderesse. » Élise, assise bien droite à côté de son père, respirait lentement, profondément. Son regard était fixé devant elle, mais ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Ce moment, elle l'avait redouté, mais il venait de prouver ce qu'elle répétait depuis le début. La vérité ne réside pas dans les apparences, mais dans les détails. Le procureur demanda la suspension de la séance pour réévaluation complète des pièces de la défense. La juge accepta, mais ordonna que toute nouvelle preuve soit dorénavant soumise à un contrôle de validation technique indépendant avant sa présentation. Dans les couloirs, les murmures avaient changé de ton. On ne parlait plus de l'éclat de colère d'un père, mais de la manipulation d'une mère prête à tout pour garder l'avantage. Les caméras filmaient Antoine Léger à la sortie. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il pensait de la tournure des événements, il répondit simplement « Ce n'est pas l'enfant qui exagère.
Ce sont les adultes qui sous-estiment ce qu'un enfant peut comprendre. Ce soir-là, Élise réouvrit son classeur pour y glisser une nouvelle feuille, sur laquelle elle écrivit « Même quand tout semble perdu, la vérité sait attendre son moment. Elle est patiente, elle est entière. » Elle ne savait pas encore quelle décision le tribunal prendrait. Mais elle savait une chose, elle avait repris le contrôle de son histoire, et plus personne ne pourrait désormais parler à sa place. Le calendrier du tribunal fut réorganisé pour faire place à une nouvelle audience solennelle, convoquée expressément par la juge Marie Clément. Contrairement aux précédentes séances, celle-ci serait spéciale, une révision complète des éléments de preuve, suivie de la décision finale concernant la garde d'Élise Dubois. Mais avant cela, Élise elle-même, cette fois avec l'autorisation explicite de la Cour, serait entendue non plus comme simple témoin, mais comme représentante morale du parent auprès duquel elle souhaitait vivre. La salle d'audience, remplie jusqu'au mur, était silencieuse lorsque la juge entra. Les caméras, bien qu'interdites à l'intérieur, attendaient à l'extérieur. La France entière, désormais, suivait l'affaire. Laurent Dubois était vêtu de son costume noir, le même qu'il portait lors de la première audience. Catherine, rigide dans son tailleur beige, avait le regard vide. Son avocat semblait nerveux. Et Élise, assise au centre, tenait son classeur contre elle, comme un blason. La juge Clément ouvrit l'audience d'un ton formel mais empreint d'une gravité nouvelle. Après réexamen de l'ensemble des éléments, y compris les pièces supplémentaires fournies par la mineure concernée, les vérifications techniques indépendantes et les interventions de tiers, le tribunal souhaite aujourd'hui entendre Élise Dubois, dans un cadre encadré mais symboliquement fort. Un silence respectueux s'installa. La juge fit signe à Élise. « Vous avez demandé à vous exprimer une dernière fois. Vous avez la parole. » Élise se leva, avança vers la barre, installa quelques feuillets qu'elle avait soigneusement préparés. Sa voix, quoique plus posée, vibrait de force. « Madame la juge, mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour gagner. Je suis ici parce que ce tribunal décide de ma vie, de mes jours, de mes nuits, de ce que je deviens. Et ça, ce n'est pas une décision qu'on devrait prendre sans écouter. » Elle déplia son premier feuillet. « J'ai rassemblé tout ce que j'ai vécu. Les bons moments, les mauvais, les erreurs de mes parents, mes peurs, mes espoirs. J'ai tenté d'être juste, même quand c'était difficile. J'ai écrit les fois où papa m'a déçu, où maman m'a blessé, mais aussi les fois où l'un et l'autre m'ont fait du bien. » Elle inspira profondément. Mais à la fin, il reste une seule question. Où est-ce que je me sens entière? Où est-ce que je respire? Où est-ce que je grandis sans me sentir en danger ou jugé? Et la réponse, je la connais. C'est chez mon père. Laurent, les larmes aux yeux, baissait la tête. Catherine fixait sa fille avec un mélange d'incrédulité et de douleur. Élise poursuivit. « Ce que je vous demande, ce n'est pas de punir ma mère. Ce n'est pas de faire gagner mon père. Ce que je vous demande, c'est de m'écouter comme une personne, pas comme un champ de bataille. » Elle leva les yeux vers la juge. « Je vous fais confiance, même si c'est dur, même si vous doutez. Mais aujourd'hui, je veux être regardée non comme une enfant au centre d'un conflit, mais comme quelqu'un qui mérite qu'on respecte ce qu'elle dit. » Elle replia ses feuillets, se redressa et ajouta d'une voix presque chuchotée « Parce que je suis celle qui vit avec les décisions que vous prendrez. » La salle, pétrifiée, ne bougea pas. La juge Clément la remercia, puis annonça une brève suspension avant de rendre sa décision. L'atmosphère était celle d'un événement historique. Dans les couloirs, Antoine Léger grattait frénétiquement son carnet. Il notait chaque détail. Lorsqu'un collègue lui demanda ce qu'il pensait, il répondit « Ce tribunal vient d'assister à quelque chose de rare, une vérité dite sans haine, une plaidoirie d'enfant plus puissante que tous les discours d'adultes. » À l'intérieur, Élise était retournée à sa place. Elle ne regardait plus personne. Elle fixait le mur, calme, presque vide. Elle savait que c'était fini. Que désormais tout dépendait de la justice. La salle attendait. Lorsque la séance fut reprise après la suspension, une tension étouffante régnait dans la salle d'audience. Chacun retenait son souffle, persuadé que la juge Marie Clément allait annoncer la décision finale. Le greffier reprenait place, les avocats se redressaient, les observateurs s'ajustaient sur leurs sièges. Élise, assise entre son père et un assistant social désigné pour l'accompagner, fixait calmement la magistrate. Laurent, lui, semblait figé. Catherine, pâle, regardait droit devant elle, comme si la suite était déjà écrite.
Mais à l'instant même où la juge s'apprêtait à parler, Catherine Beaumont se leva. Elle se tenait droite, les bras le long du corps. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris celui de maître Chaland, son avocat, qui sembla surpris par ce geste non concerté. « Madame la juge, je souhaiterais dire quelque chose avant que vous rendiez votre décision. » La juge, hésitant un bref instant, acquiesça d'un signe de tête. Catherine inspira, puis parla d'une voix tremblante mais ferme. « Ce que je vais dire ne m'absoudra de rien. Je ne suis pas certaine d'avoir le droit de le dire maintenant, mais je dois le faire. Pour elle. » Elle se tourna alors vers Élise. « Je voulais te protéger. C'est ce que je me disais, depuis le début. Que j'étais celle qui savait ce qu'il te fallait. Que ton père était instable, imprévisible, faible. J'ai cru que si je contrôlais le récit, je pourrais garder la main sur ton avenir. Mais je vois aujourd'hui que ce que j'ai fait, c'est trahir ta confiance. » Un frémissement parcourut l'assemblée. Antoine Léger, en fond de salle, baissa lentement son stylo. Catherine reprit. « La vidéo tronquée, c'est moi. J'ai demandé à mon avocat de ne montrer qu'un extrait. Je l'ai fait par peur. Par peur que tu me rejettes, que tu ne veuilles plus jamais revenir chez moi. J'ai menti par omission. J'ai manipulé des preuves. Et je me suis menti à moi-même. » Maître Chaland tenta de l'interrompre, mais Catherine lui fit signe de ne pas parler. Elle s'approcha alors du centre de la salle, toujours s'adressant à sa fille. « Tu as été plus forte que moi, plus juste. Tu as dit la vérité sans chercher à nuire. Moi, j'ai voulu gagner. Et je vois maintenant que j'ai perdu bien plus que la garde. J'ai perdu ta confiance. » La juge Clément interdite ne prit pas immédiatement la parole. Elle observait cette femme qui, pendant tout le procès, avait été rigide, stratège, presque implacable, et qui, à cet instant, se décomposait devant sa fille et la justice. Élise ne bougeait pas. Son visage ne trahissait aucune émotion. Mais dans ses mains, les feuilles de son classeur se froissaient lentement. Catherine se tourna vers la juge. « Je suis prête à accepter ce que vous déciderez, même si cela signifie que je perds la garde. Je vous demande juste d'aider Élise à ne pas porter seule le poids de mes erreurs. » Puis elle retourna à sa place, en silence. Le parquet demanda la parole. « Madame la juge, au vu de cette déclaration spontanée et de l'admission de manœuvres déloyales, je demande que les éléments à charge présentés par la défense soient retirés du dossier et qu'une nouvelle évaluation complète du cadre parental soit engagée en tenant compte de la volonté exprimée de l'enfant. » La juge Clément, après quelques secondes de silence, déclara « Ce tribunal prend acte de l'aveu de Madame Beaumont. La reconnaissance d'une manipulation délibérée d'éléments de preuve constitue une rupture majeure de la confiance du tribunal envers la partie demanderesse. » Puis, elle se tourna vers Élise. « Mademoiselle Dubois, votre témoignage, vos documents et votre capacité à exprimer vos besoins sans violence ni ressentiment sont inédits dans cette salle. Vous avez agi avec intégrité et respect. » Elle fit une pause. « Je ne rendrai pas aujourd'hui une décision définitive, mais je vous garantis que votre parole a été entendue et qu'elle aura un poids réel. » L'audience fut levée dans un silence total. Pas un murmure, pas un mot. À la sortie du tribunal, les journalistes se bousculaient pour capter une réaction, mais aucun membre de la famille ne parla. Ce fut Antoine Léger qui, le soir même, publia un nouvel article. « Quand la vérité désarme, la confession d'une mère et le courage d'une fille. » Et chez elle, ce soir-là, Élise écrivit dans son classeur une phrase qu'elle entoura de rouge. « La justice n'est pas une victoire, c'est une réparation. La bataille n'était pas encore finie. » Mais quelque chose profondément avait changé. Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Après la confession publique de Catherine Beaumont, la tension dans le tribunal avait chuté, laissant place à une attente solennelle. La juge Marie Clément, fidèle à son devoir d'impartialité, ordonna une nouvelle évaluation psychologique complète des membres de la famille Dubois-Beaumont. Mais cette fois, ce ne serait pas un rapport de routine. Il s'agirait d'une analyse approfondie menée par une équipe pluridisciplinaire, incluant psychologues, éducateurs spécialisés et médiateurs familiaux. Laurent, bien qu'épuisé, accepta la démarche sans réserve. Catherine, malgré le poids de ses aveux, se montra coopérative. Et Élise, comme toujours, fit preuve d'une lucidité déroutante, répondant à chaque question avec une précision presque adulte, sans jamais trahir sa sensibilité d'enfant. Les conclusions du rapport furent rendues au bout de 2 semaines. La synthèse était claire.
Élise présentait un haut niveau de conscience émotionnelle, une capacité rare à verbaliser ses besoins et à distinguer ce qu'elle ressentait de ce qu'on lui imposait. Le rapport soulignait que, malgré le traumatisme de la séparation parentale et des manœuvres conflictuelles, l'enfant n'avait jamais sombré dans la rancune, ni dans le repli. Au contraire, elle avait développé des mécanismes de défense centrés sur l'expression, la structuration de la pensée et la recherche de justice. Concernant les parents, les conclusions étaient nuancées. Laurent était décrit comme un père profondément investi, dont l'angoisse face à la perte de sa fille avait renforcé un attachement déjà solide. Les experts notaient une fatigue psychologique importante, mais aucun signe de comportement agressif ou toxique. Sa relation avec Élise était fondée sur la confiance et l'écoute mutuelle. Catherine, de son côté, fut présentée comme une mère compétente, mais submergée par une peur de l'abandon qui avait affecté sa capacité à agir avec discernement. Son aveu spontané fut interprété comme un signal de prise de conscience, mais les experts insistèrent sur la nécessité d'un suivi thérapeutique avant d'envisager une reprise équilibrée de la coparentalité. Forte de ces éléments, la juge Clément convoqua une dernière audience préparatoire, cette fois à huis clos, pour communiquer aux parents et à Élise ses intentions avant le rendu définitif du jugement. La scène se déroula dans une salle plus intime du tribunal, sans robe ni protocole, avec seulement les protagonistes essentiels. La juge, les deux parents, Élise, les psychologues du dossier et un médiateur familial. Marie Clément, posant ses lunettes sur la table, prit la parole. Cette affaire a mis en lumière non seulement les failles d'un système, mais aussi la force d'un enfant capable de se faire entendre dans un monde qui, souvent, parle à sa place. Élise, je tiens à te dire que tu as été exemplaire. Elle se tourna ensuite vers les parents. Monsieur Dubois, Madame Beaumont, vous avez chacun vos fragilités, mais vous aimez votre fille. Cela ne fait aucun doute. Ce que cette cour va mettre en place n'est pas une punition, ni un privilège. C'est une tentative sincère de rééquilibrer ce qui a été blessé. Puis elle annonça « La décision que je m'apprête à rendre accordera à Monsieur Dubois la résidence principale d'Élise, avec un droit de visite élargi pour Madame Beaumont, sous supervision dans un premier temps, puis évolutif. La garde sera juridiquement partagée, mais la priorité de résidence sera attribuée au père, conformément à la volonté exprimée clairement, sans manipulation, par l'enfant. » Catherine baissa les yeux. Elle ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête, les lèvres serrées. Laurent, abasourdi, cligna plusieurs fois des yeux avant de poser une main sur celle de sa fille. Élise, elle, resta droite. Elle ne sourit pas. Mais ses yeux brillèrent d'un éclat discret, puissant. Avant de quitter la salle, la juge conclut « Ce que nous devons apprendre de cette affaire, c'est que les enfants, quand on les écoute vraiment, savent ce qu'ils vivent. La justice ne doit pas parler sur eux, mais avec eux. » Quelques jours plus tard, l'article d'Antoine Léger fut publié à la une du plus grand quotidien national. Titre « Élise Dubois, la fille qui fit entendre la vérité ». On y lisait « Quand les mots d'une enfant redéfinissent le langage de la justice, ce n'est pas un miracle. C'est une leçon. Élise n'a pas plaidé pour gagner, elle a plaidé pour vivre, et c'est ce qu'elle va enfin pouvoir faire. » Le soir même, Élise et Laurent firent leur premier dîner dans leur nouvel appartement. Simple, sans cérémonie. Une omelette, du pain grillé, du jus de fruits. Élise installa son classeur sur une étagère, à côté de ses livres scolaires. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait plus besoin. Dans son carnet personnel, elle écrivit une seule phrase ce soir-là. « La maison n'est pas l'endroit où l'on dort, c'est celui où l'on respire. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans avoir besoin de relire une seule preuve. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le jugement définitif avait été rendu. Le printemps avait fait place à l'été, et avec lui, la vie d'Élise Dubois avait changé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ni les avocats, ni les journalistes, ni même la juge qui avait écouté attentivement chaque mot de cet enfant qui avait osé défier les codes du silence. Laurent Dubois, désormais titulaire officiel de la garde principale, avait quitté son ancien emploi pour rejoindre une association d'aide aux parents isolés. Soutenu par les retombées médiatiques de l'affaire, il avait été invité à participer à des conférences, des tables rondes, des ateliers sur la justice familiale. Il refusait les feux des projecteurs, mais acceptait de parler, toujours au nom de ceux qui, comme lui, s'étaient sentis seuls face à un système opaque. Élise, quant à elle, avait repris le chemin de l'école avec un calme nouveau.
Son visage, bien que désormais familier aux médias, restait celui d'une enfant de 12 ans, concentrée, rigoureuse, mais aussi, enfin, légère. Son nom avait circulé dans tout le pays, surnommée par les réseaux sociaux la petite avocate de Marseille. Mais chez elle, dans les couloirs du collège, elle restait Élise. Celle qui lève la main pose des questions, aide les plus jeunes à s'orienter dans les couloirs et sourit quand on lui demande si tout va bien. Antoine Léger, de son côté, avait reçu un prix de journalisme pour sa série d'articles sur l'affaire. Lors de la cérémonie, il avait déclaré « Ce n'est pas moi qui ai raconté cette histoire, c'est elle qui m'a permis de l'écouter. Élise m'a appris que le journalisme n'est pas seulement une affaire de vérité, c'est une affaire d'attention. » Un jour de juin, Élise et son père furent invités à un plateau télévisé, dans une émission consacrée aux réformes du droit familial. Ils acceptèrent, à condition qu'aucune image ne montre Élise en gros plan. Ce fut respecté. Leur intervention sobre fit forte impression. Élise, interrogée sur ce qu'elle attendait de l'avenir, répondit calmement « Je ne veux pas devenir avocate, je veux devenir professeur, pour apprendre aux autres que les mots peuvent changer des choses. Pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont justes. » Le présentateur, ému, demanda ce qu'elle retiendrait de toute cette expérience. Elle réfléchit un moment, puis dit que la vérité n'a pas d'âge, mais qu'on doit être prêt à l'écouter, même si elle vient d'une voix qu'on pensait trop petite. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs députés proposèrent un projet de loi visant à renforcer la place de la parole de l'enfant dans les procédures judiciaires. Le texte, baptisé provisoirement loi Élise, visait à imposer l'audition directe des mineurs dans toutes les affaires de garde complexe et à créer un accompagnement juridique adapté aux jeunes qui souhaitaient être entendus. La juge Marie Clément, interrogée à huis clos par le Conseil supérieur de la magistrature, déclara « J'ai appris, grâce à une enfant, que la vérité peut surgir là où l'on ne l'attend pas, et que notre devoir ce n'est pas seulement de l'arbitrer, c'est de lui faire de la place. » Lors d'une exposition dans le hall du tribunal de Marseille, un mur entier fut consacré à l'affaire Dubois. On y exposa quelques pages anonymisées du classeur d'Élise, ainsi qu'un dessin qu'elle avait fait peu après le verdict. Un arbre avec 2 racines, et en son centre une silhouette d'enfant tenant une balance. À côté, une phrase inscrite en lettres sobres, extraite de l'un de ses premiers feuillets. « La justice, c'est quand on arrête de faire semblant d'écouter les enfants, et qu'on commence à vraiment les entendre. » Et dans son petit appartement, un soir d'été, Élise referma doucement son classeur devenu souvenir. Elle le rangea dans une boîte marquée « Ne plus rouvrir », sauf pour se souvenir. Puis elle sortit sur le balcon, un livre entre les mains, et s'assit à côté de son père, les jambes croisées, le cœur enfin apaisé. Elle ne parlait pas. Elle n'avait plus besoin de se défendre. Elle vivait.